comme il y a 2 semaines, on va beaucoup parler des élections, puisque de toute façon, après, à part les législatives, il n'y en aura plus. Je vais juste parler des grandes lignes et puis on fera une analyse plus détaillée. Donc déjà, Macron a été réélu avec 58,5% des voix. Le barrage a marché. Et il a marché mieux que prévu. Alors, certes, il a vachement moins bien marché qu'il y a 5 ans. Mais par contre, dès le premier jour du second tour, la dynamique était du côté de Macron. Alors, dans les sondages, on avait du 53, 55, on a du 56, et il a fini à 58,5. On est vraiment sur un très beau barrage, hein, un barrage qui, finalement, mobilise plus que ce qui avait été attendu. Ce qui est rassurant pour la stratégie d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est surtout pour ça que c'est rassurant, puisque Emmanuel Macron, on peut le dire, a fait une non-campagne parfaite. Dans le sens où il n'a pas eu besoin de faire le débat, il n'a pas eu du tout à justifier de son bilan. Alors il s'est rage de fesses 2000, hein. Si ça passe c'est magnifique. Il a tout fait pour se retrouver face à Le Pen, il s'est retrouvé face à Le Pen, il a juste eu à se mobiliser les quelques derniers jours avant le scrutin, et ça a suffi, malgré le fait que Macron soit malgré tout un président détesté, qui fédère beaucoup contre lui. En fait il a hacké le système, on peut le dire, il a hacké le système. Si jamais t'as le socle qu'il te faut face à la personne qu'il te faut, t'es réélu. Si le barrage fonctionne, pas de problème, et globalement, c'est ce qui s'est passé. C'est une stratégie qui est très risquée, et c'est une stratégie qui risque de renforcer même la crise démocratique. Mais je pense qu'il s'en branle. Et il s'en branle d'autant plus que même Richard Ferrand, dès le soir du premier tour, ils ont inventé cette astuce-là pour dire qu'il avait une victoire exceptionnelle, c'est de dire... Oui, mais c'est le premier président réélu hors cohabitation. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Enfin, le contexte n'a rien à voir avec ce que c'était quand il y avait du bipartisme, en fait. On n'est pas du tout sur la même chose. Surtout, on n'est pas du tout face au même péril. Je ne comprends pas ce que cette statistique est censée vouloir dire. Et il a presque revendiqué un vote d'adhésion, évidemment. Que les Français étaient vraiment résolument pro-européens, antiracistes, mesurés, etc. Alors comment? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et ça, on va le voir après. Donc le record d'abstention, 28%. Qui est une statistique sur laquelle finalement on s'est pas beaucoup attardé malgré tout. Simplement, s'il y a un truc qui fausse la donne. En fait, l'abstention pourrait être beaucoup plus haute. Le vote blanc a été très haut. Les votes nuls ont été très hauts. Mais ça compte pas dans les chiffres de l'abstention. Et en fait, les votes blancs et les votes nuls, il faut vraiment aller chercher des graphiques pour les voir apparaître. Parce que sinon, c'est des statistiques qui ne sont pas livrées à aucun moment. Le ni-ni, en fait, en tant que vote ou en tant que non-vote, est en réalité... très haut. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas eu un tel niveau d'abstention. Le record absolu, c'est 31% en 69 parce que c'était un duel droite-droite et que le PCF avait choisi de donner comme consigne de s'abstenir. Sinon, le retournement dans les DROM, ils sont passés de LFI au RN. Alors les DROM, les départements et régions d'outre-mer, où on a eu massivement un vote de gauche au premier tour et on a eu massivement un vote d'extrême droite au second tour. Genre la Réunion, il n'y a pas une circo, pas une commune où Marine Le Pen n'est pas arrivée en tête. En Guyane, on est à peu près sur la même chose. Martinique, Guadeloupe, des scores aussi qui sont incroyables. Et le report des voix, malgré tout, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont choisi le barrage. Donc ça, c'est le report des votes de Mélenchon selon France Culture. Alors, il y avait des scores annoncés comme report sur Le Pen beaucoup plus importants, jusqu'à 30%. Parce que, voilà, la colère des électeurs de France Insoumise, qui finalement, dans les derniers jours, s'est mu en vote de raison, pour beaucoup d'entre eux. On va ensuite revenir à l'écart de l'abstention du second tour. Effectivement, l'écart de l'abstention du second tour. Parce qu'il a été dit à plusieurs reprises, et c'est un argument notamment que j'ai vu, en gros, dans quelle région ça a voté par rapport au premier tour, en gros. Et là, c'est une carte de la mobilisation. L'écart de l'abstention entre le second tour et le premier tour. En gros, il y a tous les départements d'outre-mer, les circos d'étrangers. Ça a beaucoup plus voté au second tour qu'au premier tour dans les dom-toms. C'est-à-dire que les gens là-bas, qui avaient voté France Insoumise au premier tour essentiellement, ont décidé d'autant plus se mobiliser pour voter Front National au second tour. L'abstention a baissé. L'abstention d'ailleurs a baissé globalement dans le Nord aussi, qui a voté Front National. En gros, la baisse de l'abstention a été en faveur, effectivement, plutôt du Front National. Mais ça ne faisait pas le poids par rapport au barrage qui était en face. Et l'abstention a, pour le coup, augmenté dans pas mal de zones, notamment dans les banlieues populaires autour de Paris. Et ça, on va en reparler juste après sur qui s'est abstenu, pourquoi. Si jamais on repart sur la sociologie du vote, en l'occurrence les reports des voix entre les deux tours, on a les chiffres pour Mélenchon, on a les chiffres pour Jadot. Évidemment, très peu surpris de voir que 65% des gens qui ont voté Jadot au premier tour ont voté Emmanuel Macron. Et si on fait abstraction
des votes blancs et des abstentions, c'est 91% des électeurs d'Europe Écologie Les Verts qui ont voté Emmanuel Macron au second tour. C'est énormissime. Alors qu'évidemment, chez Pécresse quand même, hein, ça se reporte surtout sur Macron. Par contre, chez Zemmour, ça se reporte sur Le Pen. Et là, c'est si jamais on regarde par contre en 2017, on avait un plus fort report des électeurs de gauche sur Macron. Mais en réalité, on était à 52 au lieu aujourd'hui de 42. Et en gros, on était à 7 pour Le Pen alors qu'on est à 17. La donnée qu'on peut se donner, c'est que les électeurs de Pécresse se sont plus reportés sur Macron que les électeurs de Fillon il y a 5 ans. Là, alors c'est écrit en tout petit, mais dans l'auto-positionnement politique, on peut voir que il y a 5 ans, c'était le vote Macron au second tour était surtout un vote de gauche en fait. C'est genre 91% des gens qui se disaient plutôt à gauche et 95% des gens qui se disaient à gauche qui ont voté Macron il y a 5 ans au second tour. Alors que c'était que 47% des gens qui se disaient à droite et que 76% des gens qui se disaient plutôt à droite. En fait, c'est aussi ça qui a beaucoup changé, c'est que le vote Macron il y a 5 ans était un vote barrage de gauche, mais c'était aussi un vote de base de gens qui se considéraient comme de gauche, qui étaient plutôt les droites du PS, les gens aisés qui votaient à gauche, les professions intellectuelles, classe moyenne, etc. Qui étaient des libéraux, qui étaient la gauche libérale évidemment, hein, qui était une gauche molle et qui était une gauche, la gauche peut-être Strauss-Kahn ou je ne sais pas quoi. Et là, effectivement, ça a beaucoup évolué parce que maintenant c'est un président de droite qui a surtout profité des voix de droite et d'un vote barrage de gauche. Ce qui, malgré tout, est une transformation réussie pour Macron. C'est-à-dire élu avec des voix de gauche, politique de droite, réélu avec des voix de droite. Même si c'est un peu de la trahison et de la fils de puterie, mais quand même. Alors, qui a voté Macron? C'est-à-dire que moins de 24 ans, plus de 60 ans, ça vote Macron. Les plus de 70 ans ont voté à 71% pour Macron. C'est autant vous dire que les vieux l'adorent, ce qui est un problème. Hein. Les vieux pèsent très fortement dans cette élection. Surtout qu'ils sont moins sujets à l'abstention que les jeunes. C'est un problème parce que le poids électoral de la population âgée est beaucoup trop fort. Je sais pas si vous avez vu ce sondage sur les retraites, c'est 57% des Français sont contre la réforme des retraites, mais les plus de 65 ans, c'est la seule catégorie de population qui est pour le départ à la retraite à plus de 65 ans. C'est-à-dire que les jeunes ont l'impression de se faire voler l'élection et se faire voler un peu leur jeunesse et leurs conditions de travail par des gens qui ont profité d'un système qui était avantageux pour eux et qui maintenant votent pour un système désavantageux pour eux alors que eux on en profitait à l'époque quoi. Donc le vote est clivé générationnellement parlant. Le vote des vieux est aussi légitime que celui des jeunes. C'est pas une question de légitimité, c'est une question de poids électoral. Si on était un pays où la population était surtout très jeune et on avait très peu de vieux et que tous les moins de 30 ans votaient pour un candidat anti-vieux et que c'est un candidat anti-vieux qui était élu, ce serait un problème pour les vieux en l'occurrence. Ce serait un problème que les jeunes aient un aussi gros poids électoral par rapport aux vieux. Je pense pas qu'on devrait pondérer le vote avec la pyramide des âges, je dis juste que de fait, les vieux votent pour un programme dont la mesure phare est une mesure qui ne les concerne pas. Et qui concerne par contre toutes les personnes qui y sont opposées, la majorité de la population qui est opposée, à savoir la réforme des retraites. Et là on peut le voir aussi que le vote il est clivé, et bien sociologiquement parlant, vraiment en termes de catégorie professionnelle, genre les cadres ont voté à 77% pour Macron, profession intermédiaire 59%, et retraités 68% évidemment. Par contre, les employés et les ouvriers, c'est 57 et 67% pour Le Pen. C'est vraiment, vraiment énormissime. Donc l'abstention, est-ce que l'abstention est un privilège? Et ça c'est un peu la question qu'on va ensuite traiter. La logique selon laquelle l'abstention serait un privilège parce que les populations racisées ou pauvres qui feraient les frais de l'extrême droite, bien on n'en serait pas solidaire avec eux. Donc je disais que les ouvriers les plus pauvres et les employés ont massivement voté Marine Le Pen au second tour. Donc je ne suis pas certain. Les dom-tom ont massivement voté Marine Le Pen au second tour. On reviendra sur la raison pourquoi. Donc concernant l'abstention, alors j'ai des trucs très importants, très intéressants concernant l'abstention. Il y a le fait que le niveau d'abstention a été équivalent chez les cadres, les professions intermédiaires et les employés et les ouvriers, à peu près un tiers. Par contre, il n'y a aussi pas vraiment de différentiel d'abstention en fonction du niveau d'études. Par contre, il y a une abstention par rapport au niveau de revenus. 40% d'abstention dans les foyers qui gagnent moins de 1250 € par mois. Et après, ça baisse. Genre, les gens qui gagnent plus de 3000 €, c'est que 22% d'abstention. Donc, plus vous êtes pauvre, plus vous vous abstenez. Et plus vous êtes une population racisée, plus vous êtes pauvre la plupart du temps. D'ailleurs, on l'a bien vu dans le premier graphe, on a vu tout à l'heure, genre en Seine-Saint-Denis, l'abstention, elle a été très très forte au second tour. Je crois qu'elle est 3 ou 4 points supérieure à l'abstention du premier tour qui était déjà très forte, mais qui était plutôt à gauche. Donc les plus pauvres se sont le plus abstenus, mais aussi les plus pauvres, ce sont quand ils ont choisi entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ils ont plutôt voté Le Pen. Alors pourquoi? Encore une fois, on verra après. Il y a un argument phare qui est beaucoup revenu. Ce qu'on peut aussi retenir de ce scrutin, c'est quand même que l'assise de Le Pen, elle s'est quand même bien élargie par rapport à 2017. Elle a gagné 11 points chez les ouvriers. Elle était à 56 en 2017, là elle est à 67. Elle a gagné 11 points chez les employés. Elle a gagné 8 points dans les professions intermédiaires et 5 points chez les cadres. Donc elle gagne surtout dans les zones rurales, évidemment.
et chez les personnes à faible revenu, dans les foyers à faible revenu. Alors si jamais on représente l'abstention maintenant sur un graphe, pour voir à quel point les chiffres sont un peu biaisés, et d'ailleurs ça c'est les Échos qui titrent Emmanuel Macron élu avec 38% des inscrits, ce qui est vraiment un parti pris. Un parti pris qui fait que si jamais on regarde par participation ou par inscrit, eh bien, donc les votes blancs représentent 6,3%, les votes nuls 2,2%, donc Macron en termes de participation en fait ne fait que 53,5%, et en termes d'inscrits ne fait que 38,5%. Puisque l'abstention représente 28%. Le non-vote en France, qu'il soit choisi ou contraint, c'est à peu près 33,5%, à peu près un truc comme ça. Donc pourquoi les pauvres, les gens des quartiers, par exemple, se sont abstenus face à Le Pen, qui leur promettait quand même vraiment des problèmes et des soucis. Alors il y a eu pas mal d'articles qui ont été faits là-dessus. J'ai vu quelques articles, notamment dans Le Monde, j'ai vu sur le Bondi Blog, où clairement le fait que Macron ait tapé sur les musulmans, notamment avec son marteau qui s'appelait Darmanin, ça n'a pas du tout contribué à mobiliser le vote barrage dans les banlieues dites populaires. Les banlieues populaires, on verra un graphe après là-dessus, c'est des communes où il y a au moins 28% de logements sociaux, je crois. Et donc ça, c'est les banlieues populaires qui sont opposées aux autres banlieues, notamment les banlieues périurbaines. C'est moins des gens issus d'immigration. Alors il y a 3 raisons phares pour lesquelles les gens ont voté Le Pen quand ils n'avaient pas voté Le Pen au premier tour. Pour quelles raisons ils ont voté Le Pen face à Macron alors que Le Pen n'était pas leur premier candidat et quand par exemple ils votaient à gauche tout simplement ou qu'ils ne votaient pas même au premier tour. Pour quelles raisons ils ont voté? Eh bien, il y a un petit top 3. La première raison, c'est la politique du Covid et la politique du pass sanitaire, et qui pourrait être un vote qu'on pourrait appeler un peu défiant envers les institutions, vote un peu alternatif, pass sanitaire, pass nazitaire, anti-vax, qui est un vote un peu hétéroclite en réalité, qu'on va retrouver en partie dans les Antilles en réalité. Et c'est ce sur quoi a beaucoup fait campagne Marine Le Pen, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon aussi, les deux, sur la réintégration des soignants qui ont été mis de côté parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés, ce genre de choses, etc. Alors c'est pas une liste genre top 1, top 2, top 3. C'est les 3 raisons sont plus ou moins interconnectées, chez certains elles ont plus de valeur que d'autres. La deuxième, alors là plus spécifiquement concernant les Antilles et les dom-toms, les Drômes, un phénomène très bête, c'est que Marine Le Pen a fait campagne dans les dom-toms et dans les Drômes. Marine Le Pen, a été en Guadeloupe. Elle a été sur place, elle a été voir les gens. Et elle leur a dit, putain, vraiment, gros coup de jure, l'État n'en a rien à foutre de vous, l'État vous abandonne, problème de pesticides, problème de ceci, problème de cela. Donc globalement, elle a été là-bas pour dire, bah Macron, il vous ignore, Macron, il vient même pas vous voir, Macron, il fait même pas campagne, regardez, moi je suis là. Et ça, c'est vraiment très bête, mais ça marche souvent. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, ce sont des choses qui s'inscrivent dans la durée. Là, je vais parler de la Haute-Marne, qui est mon département de naissance. C'est le département où j'ai passé la majorité de ma vie. Bon, la Haute-Marne est plutôt une terre de droite, mais c'est une terre où il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait beaucoup de secteurs secondaires, et beaucoup par exemple, la SNCF, il y a un très gros dépôt SNCF en Haute-Marne, il y a eu de grandes industries, il y a eu des forges, il y a eu toute une population prolétaire et ouvrière, et le PCF faisait des scores pas dégueulasses à l'époque. Mais la gauche, un jour, a décidé de plutôt faire des meetings en ville et plutôt draguer les gens des villes et d'abandonner complètement la ruralité. Ce qui a peut-être été un calcul à un moment en se disant, de toute façon, ceux-là, ils nous sont acquis ou alors on ne pourra pas plus les récupérer. Et un jour, en fait, l'extrême droite a compris que les départements où personne n'allait, même s'ils n'ont pas beaucoup d'habitants, eux, il fallait qu'ils y aillent. Et ça a été des facteurs très très importants. Puisque moi, quand j'ai grandi en Haute-Marne, et je sais pas si c'est ce qui se passe actuellement dans les Antilles, je pense pas parce qu'ils ont surtout voté France Insoumise au premier tour, mais ils détestent Macron, c'est surtout plutôt l'absence de Macron qui est déterminante plutôt que peut-être que la présence de Marine Le Pen, mais enfin l'un dans l'autre, ça fait une balance. Et je sais que dans ma région, où j'ai grandi, on disait Marine Le Pen, nous on l'aime peut-être pas, on n'est peut-être pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais au moins elle est venue, elle connaît nos problèmes et c'est la seule à s'être renseignée. Alors que les ministres qui venaient nous voir, et ça arrivait qu'il y ait des ministres qui viennent dans notre région, c'était tout le temps pendant des mouvements sociaux, c'est tout le temps pour dire oui, vous inquiétez pas, on vous rappellera, on vous a entendu. Et salut, il y avait rien du tout. Je me souviens d'une visite d'Eurobien, qui était ministre des Transports à l'époque, qui était venu dire oui, on va sauver le dépôt SNCF de Chalindrey, oui, on vous a écouté, vous inquiétez pas, on vous laissera pas tomber. Et salut, nique ta mère. Et après, il y a le Front National qui arrive, qui débarque en bagnole et qui font ah bah alors, vous êtes bien fait niquer, nous on est là et nous on vous oublie pas. Vraiment, c'est très con, mais c'est un truc qui marche. Voilà, c'est un truc qui marche. Et la troisième raison, c'est la retraite à 65 ans. Quand on dit faire l'abstention, c'est user de son privilège, de machin, et de refuser de faire le vote barrage alors que c'est absolument nécessaire parce que vous vous rendez compte du péril chez l'extrême droite, etc. Mais en fait, pour beaucoup d'ouvriers, et ça j'en ai vu quelques-uns en parler, et même j'en connais, en tout cas j'en connais, je suis ami avec Facebook avec quelques-uns qui ont publiquement fait état de leurs avis politiques, ou de leur situation politique du moment.
malgré ce qu'ils pouvaient penser et qui se sont justifiés, qui est de dire, ben en fait c'est simple, nous on n'est pas raciste et tout, Le Pen on l'aime même pas non plus, nous on pense que c'est blanc bonnet blanc, alors souvent il y avait quand même ça là-dedans, l'un ne rachètera pas l'autre, de toute façon tout est joué d'avance, par contre, moi ce qui est sûr, c'est que moi je fais un boulot dur, moi ma mère elle a déjà du mal avec sa retraite, mon père il s'est retrouvé au chômage 2 ans avant de partir à la retraite, il n'y a plus de boulot sur place, et lui ce bâtard, Macron il veut nous emmener jusqu'à 65 ans, bah Le Pen elle promet la retraite à 60 ans. Je vote Le Pen. Il y a eu ça. Il y a eu ça aussi beaucoup. La retraite à 65 ans a été extrêmement polarisant pour toute une partie de la classe ouvrière qui, je rappelle, a voté à 67% pour Marine Le Pen quand même au second tour. Ça, c'est pour le coup un argument qu'on peut difficilement taxer d'argument de privilégié, puisque le fait que les gens n'aient pas envie de mourir au travail vieux, c'est effectivement compliqué. Donc moi, là, ce que je suis pas en train de vous faire, c'est légitimer le vote Marine Le Pen et dire qu'on aurait dû voter Marine Le Pen, parce que je trouve que c'est vraiment un sac à merde, hein, Marine Le Pen, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne dis pas non plus que Macron-Le Pen, même chose. Je dis juste que je peux comprendre tout à fait pourquoi des ouvriers se disant « Voilà, j'ai pas envie de remplir les 5 ans de plus, ou 3 ans de plus, ou je sais pas combien, alors que c'est déjà la galère, il n'y a plus rien, on n'a plus à bouffer ici, etc. » qui se sentent abandonnés par le pouvoir, qui se sentent méprisés par Emmanuel Macron, d'un point de vue sociologique, qui trouvent Emmanuel Macron arrogant, méchant, insultant envers les pauvres, etc. Quand on leur dit il va falloir bosser plus longtemps maintenant les cocos, bah, le fait qu'ils aient décidé de voter Le Pen au second tour, bah, l'un dans l'autre, j'imagine que c'est leur intérêt aussi. Bon. Tout ça pour dire que ça a été un peu, voilà, c'est un peu une galère cette histoire. Et le problème aussi que tout ça pose, c'est que c'est compliqué pour la gauche sur cette thématique-là. C'est compliqué pour la gauche parce que bon là après Mélenchon a dit le soir du premier tour, oui, troisième tour, Mélenchon Premier ministre, etc. machin. Mais dans les territoires ruraux, le problème c'est que là où le FN s'implante, ou le RN s'implante, c'est difficile de l'en sortir, quoi, de les déloger. Le maillage territorial devient de plus en plus favorable au Rassemblement national, y compris sur des thématiques comme la retraite, quoi. Des trucs très cons. Je pense que voter Le Pen en espérant un apaisement social, c'est ne pas comprendre son projet de société. Mais je crois que les gens, la plupart des Français, honnêtement, sont des gens qui suivent relativement peu l'actualité politique, en fait. Qui se renseignent assez peu sur les programmes, l'historicité des idées, etc. Ça, c'est ce que nous, on fait quand on est jeune et qu'on est engagé, qu'on regarde un stream à minuit qui parle de politique qui s'est passé la semaine dernière. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on intellectualise très fortement son vote. On réfléchit très loin, on essaye de faire l'historique, on essaye d'être le plus cohérent soi-même avec ses idées, on essaye de trouver un sens à tout ça, on milite quelque part finalement. La plupart des gens, ils font pas ça du tout. C'est 4 personnes sur 10 qui sont décidées au dernier moment, je crois. C'est énormissime. Les gens lisent pas les programmes, évidemment que non. Les gens ne sont même pas au courant des candidats. Des fois, le jour même, quand ils vont voter. Moi, j'ai parlé avec des gens de ma famille, ils ne savaient même pas qui était candidat. Et même là, j'ai reparlé avec quelqu'un qui m'a dit Asselineau, il était candidat déjà ou pas, je sais plus. Je dis bah non, évidemment que non. Parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi la campagne, et la campagne n'a quasiment pas existé. Ça profite évidemment à ceux qui ont le plus d'exposition médiatique. Toujours. Je crois que les gens n'ont pas intellectualisé qu'est-ce que ça veut dire le fascisme, qu'est-ce que ça veut dire le programme profond, avec qui elle est en lien, etc. Après, LREM, ils aident pas. Blanquer qui a posé en photo le soir de l'élection avec un collectif féministe d'extrême droite, bah, ça aide pas, hein, ça aide pas à ce que les frontières elles soient bien visibles et que ça renforce aussi malgré tout ce truc-là. Et là, on va voir comment ça va se passer pour les législatives, puisque une majorité de personnes sondées voudrait qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité au Parlement, mais de par le mode de scrutin qui existe pour les législatives, même si une majorité de la population ne veut pas que Macron applique sa politique, ne veut pas que Macron ait la majorité à l'Assemblée, la plupart des premiers sondages qui sont faits pour les législatives donnent une majorité absolue à LREM. Donc, c'est ça le truc, c'est que la personne qui se décide au dernier moment en n'ayant aucune connaissance politique, elle a autant de poids de vote que vous, hein, qui avez intellectualisé x 2000 votre vote. Hein. Ça faut jamais l'oublier. Hein. L'abstention, c'est vraiment le premier risque pour les législatives pour 2 raisons. Donc, les vieux votent beaucoup plus et votent massivement Macron. Les départements de vieux, c'est plié, ce sera Macron. Et il y a beaucoup de départements de vieux. Tous les départements ruraux, ce sera Macron ou Le Pen. Ce sera très difficilement Mélenchon, à part quelques départements du sud-ouest peut-être. Et la plupart des circos ruraux à base de vieux, c'est plié. Ensuite, pour pouvoir faire une triangulaire, et les triangulaires seraient toujours, je pense, défavorables pour la gauche, dans la plupart des cas. Pour être qualifié au triangulaire, il faut 12,5% des inscrits. Il va y avoir très peu de triangulaires, je pense. Savoir que la plupart du temps, sur les scrutins régionaux et locaux, on pense toujours que l'extrême droite fera plus que ce qu'elle ne fait réellement. Alors que la droite, peut-être qu'on pense toujours qu'elle fera moins que ce qu'elle fait réellement. On l'a vu pour les municipales, par exemple, ou pour les régionales. Donc on verra. En tout cas, voilà.
Voilà pour les présidentielles. Ce qu'on peut du coup retenir quand même, c'est que... j'ai lu un sondage que j'ai pas intégré, mais je crois que c'est 77% des Français pensent que le climat social va s'aggraver avec la réélection d'Emmanuel Macron. Même si pour 20% d'entre eux, ils sont soulagés. C'est une élection qui est teintée d'assez peu de liesse, d'assez peu d'espoir de changement, de quoi que ce soit en fait. La plupart des gens sont résignés, et donc je pense qu'ils sont déjà dans les starting blocks pour le défoncer en fait. Ce qui est toujours fait dans le cas du vote utile et du vote barrage, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois. On en a parlé concernant le vote de gauche. La France Insoumise prenait le vote utile pour un vote d'adhésion. En fait, le vote barrage est un vote utile, et Emmanuel Macron, je pense, comme la plupart de son gouvernement, vont le prendre comme un vote d'adhésion, comme un blanc-seing pour pouvoir mener leur politique sans demander l'avis de personne. Donc bon. Bon, moi je vais vous abandonner. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.